Nous avons tous un côté sombre dans la vie. Chez certaines personnes, elles ne se réveillent jamais, tandis que d'autres, ils doivent la combattre toute leur vie. Mais qu'advenons-nous lorsque cette part sombre prend toute la place? Des criminels. Nous sommes au début du mois de novembre 1984, alors que la jeune Lisa McVie, seulement âgée de 17 ans, se promène à vélo sur la rue principale. Un homme, étrangement, va s'arrêter tout près d'elle alors qu'il est dans sa voiture. Il va débarquer, il va l'enlever et il va l'emmener jusqu'à son appartement. Rendue à son appartement, elle va vivre les 26 heures prochaines les plus sanglantes qu'elle aura vécues de sa vie. Elle va être battue, elle va être torturée, elle va être agressée. Après 26 heures, par malchance, l'homme va la laisser filer et lui va finir par se faire arrêter. Aujourd'hui, nous parlons du tueur en série, Bobby Joseph Long. Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous arrive avec un nouveau sujet. En fait, il y a un documentaire, un film qui a été réalisé par Netflix qui parle justement de la séquestration qui a duré à peu près 26 heures de la jeune Lisa McVie. Je ne l'ai pas encore vue, mais j'ai travaillé sur le dossier en fait du tueur en série. Donc voilà, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Donc, Bobby Joseph Long est né le 14 octobre 1953 en Virginie occidentale et en plus de ça, il est né avec un chromosome X de plus. Donc, il souffrait du syndrome de Klinefelter. Qu'est-ce que le syndrome de Klinefelter? C'est lorsqu'il y a un chromosome X de plus et les effets secondaires, donc les symptômes de ce syndrome sont d'être une plus grande taille que le reste de la fratrie, avoir les testicules beaucoup plus petites que la normale rendue à l'adolescence, avoir un problème de retard mental, soit un problème d'apprentissage, la lecture, l'écriture, un retard de puberté évidemment, donc la puberté peut arriver vers 14, 15, 16 ans, contrairement aux autres jeunes garçons qui peut arriver vers 10, 11, 12 ans. Donc, il y a vraiment là un problème de puberté, ce qui va entraîner beaucoup de problèmes relationnels, évidemment. Donc, voilà. Il y a aussi une très faible testostérone, donc moins de poils. La voix va être un petit peu plus aiguë, si on peut dire ça comme ça, que les autres jeunes garçons. Et il se peut qu'il y ait un léger développement de la poitrine. Ça peut être léger comme ça peut être assez intense. Donc en fait, Bobby, on va l'appeler Bobby tout au long de la vidéo, lui a toujours été victime de moqueries à l'école parce qu'effectivement, il était différent des autres. On voyait qu'il y avait une petite poitrine, on voyait qu'il était très très grand. Bon, à cette époque-là, au primaire, lorsqu'on est moyennement différent, bien évidemment, on va subir de la moquerie. Mais lui, c'était à tous les jours, tout le temps, durant toute son enfance. Même que, en fait, Bobby a dormi dans le lit de sa mère jusqu'à l'âge de 16 ans environ. Donc, c'est quand même assez intense là aussi. Et j'imagine que ça vous rappelle un autre tueur en série qu'on a parlé, Ed Gein, encore une fois, j'en ai parlé sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre en barre de description, donc vous allez pouvoir aller la voir. Et c'est un peu la même chose, extrait en fait de la société de l'école, donc ça l'a pas mal rapproché de sa mère avec qui il y avait une relation assez spéciale, un peu comme Ed Gein avec sa mère. Et voilà, donc il a dormi dans le lit de sa mère pendant très très longtemps, il était vraiment très proche d'elle, c'était presque même très bizarre, peut-être même incestueux.
Donc, vous voyez le genre. En 1974, Bobby a maintenant 21 ans. Il a obtenu son diplôme à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et il se marie avec une certaine Cynthia et ils vont avoir 2 enfants ensemble. Un jour, Bobby a été victime d'un accident de voiture, ce qui lui a causé en fait plusieurs semaines en hospitalisation à l'hôpital. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, Cynthia raconte que son comportement a étrangement et beaucoup changé. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit dans le comportement de plusieurs tueurs en série. Ils ont été frappés à la tête, ils ont eu des accidents, ils ont été opérés, ils ont eu des chirurgies. Et après, justement, son accident... Bobby va devenir très colérique, agressif. Il va péter les plombs pour rien et il va se mettre à frapper sa femme. En 1980, elle va demander finalement le divorce et Bobby va aller s'installer chez une de ses amies qui s'appelle Shannon Richard, avec qui il va vivre pendant même pas 1 an. En 1981 jusqu'en 1983, Bobby va se mettre à répondre à des petites annonces classées dans le journal. Donc, c'était des petites choses à vendre. Ça pouvait être un frigidaire, ça pouvait être une table. Et lorsqu'il arrivait chez le ou la cliente, il s'arrangeait en fait pour savoir si c'était une dame. Et si c'était une dame qui était toute seule, eh bien, il la violait. Donc, la police, en fait, pense que Bobby, durant ces 2 années-là, aurait violé et agressé environ 50 personnes. À l'automne 1983, Bobby va décider d'emménager à Tampa, à Hillsborough. Et à cette époque-là, Hillsborough était connu pour avoir environ de 30 à 35 homicides seulement par année. Bon, ce qui n'est pas beaucoup en fait pour une ville. Et là, dès 1984, on retrouve un cadavre chaque 2 semaines. Donc, c'est quand même assez intense. Et au fur et à mesure des enquêtes qui divergent de certains cadavres, eh bien, on va remarquer en fait qu'il y a beaucoup de similitudes entre chaque victime qui, en fait, c'est des femmes. C'est toujours des femmes. La plupart sont soit danseuses, soit prostituées. Et elles ont toutes été vues la dernière fois sur le boulevard qui est connu, en fait, pour être le boulevard où les prostituées, trouvaient leurs nouveaux clients. Et les corps étaient toujours pareils. En fait, la victime était soit morte en étant matraquée à la tête, soit en étant étranglée ou égorgée. Elles étaient toutes... elles avaient toutes des nœuds en fait sur les chevilles et sur les poignets et leurs jambes étaient écartées et la distance entre chaque jambe était de 5 pieds. En mai 1984, la jeune Lana Long marche sur la rue lorsqu'un homme s'arrête près d'elle en voiture. C'est une prostituée et elle va accepter de monter dans la voiture. Bobby va décider de rouler encore quelques rues, puis finalement il va s'arrêter et il va lui demander en fait de faire son travail, mais il va sortir un couteau. Lana va tout de suite se mettre à se débattre, elle va crier de toutes ses forces, mais finalement Bobby va la violer, ensuite il va l'étrangler et il va laisser son corps sur le sol, sur la rue qu'il avait empruntée. Et elle avait été aussi nouée, donc ses chevilles et ses poignets avaient été noués. Et encore là, une fois, la distance entre ses 2 jambes était de 5 pieds. Donc c'est quand même énorme, 5 pieds. Le 27 mai 1984, on a Michelle Sims, la même chose encore, elle marche sur la rue, elle attend des clients. Lorsque la voiture d'un homme va s'arrêter tout près d'elle, elle va embarquer et Bobby va continuer à rouler en fait quelques rues. Il va ensuite s'arrêter et puis il va commencer à frapper Michelle. Ensuite, il va la violer. Il va lui trancher la gorge à plusieurs reprises. Et là, il va déposer le corps sur le sol dans la même chose que Lana. Et en fait, le cadavre de Michelle va être retrouvé avec plusieurs morceaux de fibres rouges sur son corps. Donc là, ça met déjà une petite preuve en fait là, que les policiers vont commencer à garder. Le 25 juin 1984, le corps sans vie de Elizabeth Ludenbach va être retrouvé gravement décomposé. Elle n'est pas morte le 25 juin. Elle avait été battue, violée et égorgée encore une fois. L'autopsie va révéler en fait qu'elle était morte environ 17 jours avant qu'on l'ait retrouvée, soit le 8 juin 1984.
Et là, les policiers, c'est à ce moment-là vraiment qu'ils vont commencer à remarquer qu'il y a beaucoup de similitudes entre les trois femmes. Elles étaient toutes danseuses ou prostituées. Elles ont toutes été vues la dernière fois sur le boulevard connu pour la prostitution. Et elles étaient toutes très très jeunes. Ou même stripteaseuses en fait. Le 7 octobre 1984, Chanel Devon Williams va entrer dans la voiture de Bobby avec le même destin qui l'attend. Donc là, il y a beaucoup de victimes connues de Bobby Joseph Long. On a Artis Ann Week, elle avait 20 ans. Elle a été tuée le 27 mars 1984. On a Nguyen Thi Long, elle avait 19 ans. Elle a été tuée le 13 mai 1984. On a Linda Nuttall, agressée en mai 1984, mais elle a survécu à son agression. On a Mary Vicky Elliott, de 21 ans. Elle a été tuée le 7 septembre 1984. On a Karen Beth Dinsred, 28 ans. Elle a été tuée le 14 octobre 1984, toujours. On a Kimberly Kise Hopes, elle avait 22 ans. Elle a été tuée le 31 octobre 1984. On a Virginia Lee Johnson, elle avait 18 ans. Elle a été tuée le 6 novembre 1984. On a Kim Marie Swan, 21 ans, assassinée le 11 novembre 1984. Alors, c'est le 3 novembre 1984 exactement que la jeune Lisa McVie, âgée de seulement 17 ans, roule à vélo sur la rue principale. Lorsque Bobby Joseph Long va s'arrêter de sa voiture, il va l'embarquer, il va l'emmener jusqu'à son appartement, il va la séquestrer, il va la battre, il va l'agresser, il va la violer et la torturer pendant environ 26 heures dans son appartement. Mais contrairement aux autres victimes, il va la laisser partir. Pourquoi? Ça, par contre, on ne le sait pas. En tout cas, ça n'a pas été rendu public. Là. Je ne sais même pas si la police a demandé à Bobby pourquoi il a laissé partir Lisa. Mais finalement, Lisa va revenir chez elle et personne ne va la croire. Personne ne va croire son périple. Mais elle va tout de même décider d'aller porter plainte à la police. Et finalement, Bobby va être arrêté le 16 novembre 1984 alors qu'il est au cinéma. Après les enquêtes, les policiers vont conclure que les fibres rouges qui avaient été retrouvées sur la presque totalité des victimes appartenaient à la moquette de la voiture. Donc le plancher, le tapis de la voiture. Donc, Bobby va être accusé d'agression sexuelle et d'enlèvement sur Lisa McVie. Il va refuser le droit, en fait, qui consiste là, à garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous, non. Et il va vraiment tout avouer l'enlèvement et tout ce qu'il a fait à Lisa. Et là, à ce stade-là, les enquêteurs, ils avaient recueilli du sperme, des empreintes sur le corps, de la moquette aussi. Donc, c'était sûr que Bobby il était obligé d'avouer parce qu'il y avait beaucoup trop de preuves contre lui. Donc, le cas de Bobby Joseph Long est vraiment pas long parce qu'en fait, il a tout de suite avoué. Donc, il n'y a pas eu de gros interrogatoires plusieurs fois, plusieurs heures, plusieurs jours parce qu'il a vraiment tout avoué. Et c'est le 24 septembre 1985 que Bobby va plaider coupable pour tous les crimes et toutes les accusations en fait qui sont portées contre lui. Finalement, il va être condamné à 26 condamnations à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En juillet 1986, il va être finalement condamné à la peine de mort à la chaise électrique en Floride. Et finalement, après 33 ans à avoir passé ces 33 années-là dans le couloir de la mort, Bobby Joseph Long va mourir par injection létale, soit le 23 mai 2019. Donc, ça fait 2 ans qu'il est décédé. Et Lisa McVie a assisté à l'exécution de son bourreau. Elle était même assise en premier rang. Donc voilà, et elle voulait vraiment en fait que son visage soit le dernier que Bobby regarderait avant de mourir. Et voilà, maintenant je sais qu'il y a une série, ou je crois un film ou un documentaire, bref, qui a été sorti sur Netflix, qui a été réalisé par Netflix sur l'enlèvement et la séquestration de Lisa McVie par Bobby Joseph Long. Si ça vous intéresse de l'écouter, allez-y, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Revenons un petit peu sur le portrait psychologique de Bobby Joseph Long, qui lui, je pense qu'il était un tueur en série non organisé, tout simplement parce que avec la violence de ses crimes, avec la spontanéité de ses crimes,
pour moi, il s'est vraiment laissé emporter par la colère. Mais il y a beaucoup de choses en fait que son enfance va relater, tout simplement parce qu'il dormait avec sa mère, il était victime de moqueries, donc il avait vraiment besoin d'être en sécurité, de se sentir sécure. Et lorsque il a dû quitter la maison de sa mère, je pense que ça a vraiment été quelque chose pour lui qui a en fait, qui l'a jeté directement dans la nature. Et comme je l'ai déjà mentionné, il y a beaucoup de tueurs en série qui vont commencer leur carrière, hein, c'est un gros mot là, leur carrière, leur début en fait en tant que tueur en série, lorsqu'ils n'ont plus de mur qui les protège contre leur fantasme. Comme ils peuvent être renvoyés de la maison, renvoyés de l'école, leurs parents vont mourir, leurs soeurs, leurs frères vont partir, vont mourir. Donc c'est toujours quelque chose comme ça. Et comme je l'ai dit, je crois que c'était dans le cas de Richard Chase, je crois. Lui, comme Bobby Joe Long, eh bien, il a dû quitter le domicile familial. Donc, évidemment, il se ramasse seul dans son appartement et il peut penser, il peut réfléchir longuement à ses fantasmes et même se nourrir de ses propres fantasmes. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne de quoi je parle. Je parle de beaucoup de choses. Si vous avez des sujets à me conseiller, écrivez-moi-les en commentaire, ça va me faire plaisir. Je les lis tous et je fais des vidéos sur tous les sujets jusqu'à présent qu'on m'a proposés. Donc voilà, je vous laisse dans votre soirée, dans votre week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous. Gros bisous! Ciao! The lights go out, the dark comes in, there's something here to chase again.